Pour en terminer sur ce deuxième point, est-ce que tu pourrais nous dire quel type d'informations tu recueilles sur les personnes? Ce qu'on appelle les métadonnées traditionnellement, bon, probablement le nom, évidemment, l'âge, le sexe. Est-ce qu'il y a d'autres données que tu intègres auprès de ces populations, des rapports de parenté, des situations sociales? En général, maintenant, on essaie de faire attention, ce qu'on ne faisait pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans, je dirais au statut socio-linguistique de la personne, c'est-à-dire d'essayer d'établir les liens de parenté de la personne d'une part. Ça, c'est pas vraiment la socio-linguistique, mais ce qu'on essaie de savoir, c'est quel est le rapport avec le groupe dans lequel on travaille, avec les groupes voisins, de voir s'il y a eu des contacts, s'il y a un certain nombre de... Ce sont des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui sont des petits groupes de personnes. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de contacts qu'on ne le pense généralement. On arrive à des instants de temps où les gens sont, les groupes humains sont dans une certaine forme, et puis on revient 5 ans après, il n'y a pratiquement plus personne qui est au même endroit. Donc ce sont des sociétés qui bougent assez rapidement, donc il est très important d'avoir une bonne description de je dirais des relations familiales et des relations de contact qu'il y a, et ça se fait apparemment avec apparemment ça se fait en fait avec une description du système de parenté, de la filiation des personnes. Enfin, dernière étape dans cet entretien, tu as manifesté un intérêt, notamment aujourd'hui dans ta présentation, pour la collecte, le recueil de documents les plus anciens possibles. Qu'est-ce que pour toi peut amener l'exploitation de documents sonores relativement ou même très anciens? Mais au départ, c'était un intérêt purement historique, c'était d'avoir les documents les plus anciens. Et puis on s'est rendu compte, par exemple, en travaillant sur des documents anciens qui venaient des Boshimo, du Kalahari, que ça permettait de résoudre un certain nombre de problèmes de comparaison historique entre les langues, donc vraiment d'avoir des étapes de filiation où il n'y avait pas de trous, donc ça c'est vraiment très important. La deuxième chose qu'on a obtenue, c'est en travaillant sur des données anciennes qui viennent du nord-est du Congo, par exemple, c'est qu'on a pu résoudre des problèmes de filiation linguistique qui n'auraient pas été possibles de résoudre parce que soit les langues ont disparu, soit les locuteurs ne sont plus au même endroit. Enfin, il y a un certain nombre d'accidents historiques qui ont fait que les données anciennes qu'on a permettent de résoudre des questions qu'on se posait depuis 100 ans sur les filiations linguistiques entre des groupes. Donc c'est souvent beaucoup plus intéressant qu'on ne peut le penser d'avoir des documents anciens. Est-ce que dans ces documents anciens, parfois tu te dis, ah maintenant, ce qu'il m'aurait fallu dans ces documents anciens, ça aurait été tel ou tel type de données, avec l'idée que c'est justement ce que toi, aujourd'hui, tu dois collecter pour nos successeurs? Ben oui, évidemment, on peut toujours se dire qu'il aurait fallu demander ça, mais ça, je pense que c'est des questions qui ne seront jamais... c'est des questions sans fin. C'est-à-dire qu'en gros, moi, si je reprends mon travail d'il y a 20 ans, si j'étais stupide, j'aurais dû faire ça et ça et ça. Quand on regarde ce que quelqu'un a fait il y a 100 ans, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé ça? Et je suppose que ceux qui viendront dans 20 ans se disant, mais pourquoi est-ce que lui n'a pas fait ça? Donc, je pense que ça, c'est une question ouverte.